Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Comme chaque semaine, on va traiter de l'actualité des sports US, des 4 ligues majeures américaines, la NBA, la NFL, la NHL et la MLB. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai 4 invités, 4 habitués qui vont décortiquer l'actualité de ces 4 sports majeurs américains avec moi. Avec en premier lieu Mickaël. Salut Mika. Salut Charles, salut tout le monde. L'habituel, le MVP comme on l'appelle à la rédac, Damien. Salut Charles, salut à tous. Jordan. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et enfin Nicolas. Salut à tous, salut Charles. Bon messieurs, donc aujourd'hui on va commencer avec la NBA comme chaque semaine avec on va traiter d'une équipe en particulier comme on le fait un petit peu toutes les semaines avec toi Nicolas, et on va parler d'une équipe qui a fait un début de saison assez compliqué et qui se révèle en fait aller de mieux en mieux, mais on a l'impression qu'elle navigue un petit peu en dessous des radars, que on la voit pas trop arriver, pourtant ils remontent au classement. Cette équipe, c'est les Raptors. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur l'équipe canadienne qui joue, pas au Canada malheureusement pour eux, mais à Tampa Bay, et sur leur saison qui a pris un nouveau chemin depuis quelques matchs? Bah oui, effectivement, les Raptors, c'est une saison un peu à part, un peu particulière, on va dire. Alors, c'est une équipe qui est coachée par Nick Nurse depuis 2018-2019. Il avait gagné le titre avec cette équipe-là pour sa première année. Et là, cette année, ouais, c'est parti très très mal. Sur les 10 premiers matchs, c'était un bilan de 8 défaites pour 2 victoires. Comme tu l'as dit, voilà, il y a le fait aussi, voilà, ils jouent pas vraiment à domicile en fait. Ils jouent puisque ils n'ont pas eu le droit d'organiser les matchs chez eux en raison du Covid. Donc ils sont obligés de jouer à Tampa Bay, en Floride. Donc déjà c'est rien que ça déjà ça fait de leur saison une saison à part. Et je pense que voilà, ça a joué aussi dans leur mauvais départ. Puis là, ils reviennent bien, parce que là, ils sont sur une série de 4 victoires, 5e à l'Est. Ils ont un bilan de 16 victoires pour 15 défaites, donc ça remonte plutôt bien. Oui. Oui, et puis surtout à leur tableau de chasse, ça ira très bien avec ce que je vais dire après. Ils ont quand même accroché les Bucks 2 fois de suite. Donc les Serres de Milwaukee font partie de leur tableau de chasse. Alors ils perdent aussi face à des adversaires supposés plus faibles comme les Wolves, mais c'est des petits c'est aussi des petits accidents de parcours. Est-ce que il y a un joueur qui symbolise un peu plus cette remontée qu'un autre? Alors moi, j'ai 2 joueurs en particulier. Alors le premier, c'est Pascal Siakam. Alors c'est bizarre parce que il fait un début de saison pas vraiment top. Il n'est pas à son niveau vraiment. Et en plus, il a des problèmes en interne un peu avec l'équipe. Il avait été suspendu par l'équipe pour un match, après être parti dans les vestiaires sur une défaite face à Philadelphie, alors que le match n'était pas terminé. Et là, il revient bien. Et là, actuellement, il est quand même à 20,5 points de moyenne, 7,7 rebonds. Donc, c'est un joueur avec qui, dès qu'il retrouve son niveau, tout de suite, Toronto, ça va beaucoup mieux. Et on le voit clairement avec cette série de 4 victoires et puis surtout cette remontée au classement, avec Conférence Est, quoi. Et ensuite, moi, je mettrais l'accent sur Fred VanVleet. Voilà, c'est un joueur, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il avait vraiment un très bon niveau. C'est un excellent meneur, très adroit à 3 points. Et alors, que dire de sa performance le 2 février, quoi. Il marque 54 points. Il met 11 3 points, puis 11 sur 14 à 3 points.
voilà, il est rentré dans une autre planète sur ce match-là et depuis, il confirme, il a quand même des stats correctes, quoi. Il est à 20,1 points, 6,6 passes de moyenne. Et pour moi, ce sont les deux joueurs vraiment qui symbolisent la remontée de Toronto parce que ces joueurs-là vont mieux et Toronto va mieux aussi. Donc, je pense que c'est vraiment les deux joueurs. Après, on aurait pu mettre aussi Kyle Lowry, mais Kyle Lowry, c'est à part parce que il a joué. Après, il y a eu des périodes où il a été absent pour des raisons personnelles. Sa saison elle est un peu irrégulière et on peut pas vraiment dire que ce soit le joueur, le facteur X de la remontée des Raptors cette année. Est-ce que du coup, on peut les imaginer un peu en prétendant? Parce que si on regarde à l'Est, bon, mis à part les Sixers qui caracolent en tête malgré leur défaite justement hier soir, et puis les Nets qui apparaissent comme l'ogre absolu aussi. Est-ce qu'on peut les voir comme un petit peu le troisième trouble fait sur cette deuxième partie de saison qui va pas tarder à commencer? Il va falloir qu'ils confirment. Après, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont quand même à leur tableau de chasse, ils ont les Nets. Alors certes, il n'y avait pas Irving quand ils ont été gagnés à Brooklyn, mais il y avait quand même, il y avait Irving, mais il n'y avait pas Durant. Il y avait Irving et Harden, ils ont été gagnés là-bas, ils ont gagné les Sixers, ils ont battu les Bucks. Donc voilà, c'est une équipe qui peut être gênante à jouer en playoff, je pense. Ils l'ont déjà montré sur les 2 dernières saisons. Puis ils ont un coach qui est peut-être fait pour les playoffs. Et après, je pense pas que ça puisse viser une finale de conférence, sincèrement. Ça va être très compliqué. Mais ça peut être une équipe qui, pourquoi pas, pour créer un exploit face à l'une des 3 grosses équipes de l'Est. Ça, on n'est pas à l'abri. Mais bon, après, je me dis qu'en playoff, sans l'appui du public, si d'ici là, ils peuvent pas retrouver le Canada, s'ils peuvent pas retrouver leur salle avec la ferveur du public, je pense que ça peut être quand même très compliqué pour eux de faire un exploit et d'aller jusqu'en finale de conférence ou peut-être plus. Mais après, ça peut être une équipe qui peut gêner durant les playoffs, qui peut amener sur un match 7 une équipe comme les Nets, comme les Sixers, ou même les Bucks, on le voit. Donc ça peut être une équipe surprise, mais après, de là aller plus loin qu'une demi-finale de conférence, je ne pense pas. Alors, il nous a rejoint pendant le début de ce podcast. Salut Samuel. Bonjour à tous. Tu voulais intervenir du coup sur les Raptors. Ah oui, en effet, il y a une autre équipe aussi qui va être intéressante à regarder dans cette conférence Est. Ça va être les Celtics qu'il ne faut pas sous-estimer. Le duo Jaylen Brown et Tatum, à mon avis, je vois pas vraiment comment Toronto pourrait le canaliser sur une série en 7. Donc prétendant pour le titre à l'Est, je sais pas, mais à mon avis, ça va être un peu juste quand même. Ouais, non, mais on parlait pas forcément de titre à l'Est parce que effectivement, si la deuxième partie de saison continue sur la même lancée, effectivement, les Nets qui commencent enfin à défendre, pardon, et puis les Sixers apparaissent vraiment comme, enfin, on va tout droit vers une finale de conférence Est entre les Sixers et les Nets, puisque tu soulignais Boston. Le problème que je trouve moi à Boston, c'est que ils ont peu de secteur intérieur. Et ils n'ont pas de banc, ce qui fait que, on l'a vu hier soir, 24 points qu'ils ont réussi à perdre. On aurait dit, on aurait presque dit Atlanta en NFL, quoi. C'était pas petite pique pour Jordan du coup. C'est assez criant de leur part. Par contre, effectivement, les Raptors, oui, je suis assez d'accord avec Nicolas sur le fait que sur une série en 7, ils peuvent poser problème. De là à gagner, je pense pas, parce qu'ils n'auront peut-être pas forcément la profondeur nécessaire de banc pour aller très très loin. Mais par contre, pour embêter les gros, sachant que tu peux te dire que le premier tour va être assez facile pour les Sixers et les Nets. Ils vont prendre le 7 et le 7 et le 8, et quand on voit les bilans des équipes qui sont entre la 7e et la 10e place, bon,
ça reste assez serein. Par contre, effectivement, déjà rien que la demi-finale de conférence, on aura déjà des matchs qui peuvent être super intéressants. Nicolas, tu souhaites rebondir? Moi, je rejoins aussi un peu Samuel avec les Celtics quand même, parce que les Celtics l'année dernière, ça a quand même été une équipe qui a surpris pas mal de monde en playoff, qui a justement éliminé Toronto en demi-finale de conférence. Donc, ça peut être une équipe qui peut surprendre. Après, pour les Raptors, l'équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ils ont fini deuxième quand même à l'Est. Ils ont été en demi-finale. Alors, ils perdent 4-3 pardon. Excusez-moi, 4-3 contre Boston en demi-finale, mais c'est une équipe qui avait montré de belles choses, surtout à la fin de la saison. Donc là, cette année, c'est pareil, ils ont eu du mal à partir. Moi, je pense que le fait de ne pas être au Canada, de ne pas être dans leurs habitudes, de rentrer chez eux, d'avoir une petite routine. On sait que pour un sportif professionnel, avoir une routine, c'est important pour préparer ses matchs et être le plus compétitif possible. Moi, je pense que là, ils ont pris la mesure du fait de jouer en Floride, d'être loin de chez eux. Ils commencent à prendre leurs habitudes. Ça reste encore un peu irrégulier, mais ça reste très bon quand même. Ils arrivent à battre des grosses équipes. Donc après, les playoffs, il faudra voir la position qu'ils ont. S'ils sont quatrième, ça peut être une belle surprise parce qu'ils n'affronteront pas les trois premiers au premier tour. Ils sont sûrs de ne pas affronter ces trois autres premières équipes. Mais après, ça peut, s'ils chutent à la 5-6e place, après là, ça peut devenir compliqué dès le premier tour. Donc, il faudra vraiment voir leur fin de saison, la forme des joueurs en fin de saison, et voir leur classement surtout. Et à partir de là, on pourra vraiment voir si oui ou non, en play-off, ça peut être une équipe intéressante et dangereuse. Vas-y, Samuel. Ouais, je voulais juste parler d'un facteur qu'on va devoir prendre en compte en play-off pour Toronto, c'est la présence d'un vrai big man, quoi. Parce que bon, la perte de Gasol a résulté au recrutement d'Aaron Baines, mais il confirme pas du tout la saison qu'il avait passée l'année dernière à Phoenix. Il marque 5,5 points par match, prend 5,5 rebonds. Bon. Je vois pas comment il pourrait combler le manque de physique de Chris Boucher au poste 5. Donc à mon avis contre Indiana avec Sabonis, ça va être juste. Contre Milwaukee, bon, avec Brook Lopez, bon, ça devra aller, mais surtout contre Philadelphie, quoi. S'il tombe contre Philadelphie, Joel Embiid, c'est terminé, quoi. Ils ont vraiment un trou au poste 5 dans cet effectif. Chris Boucher, il arrive à s'adapter contre des équipes un peu plus small ball, mais c'est compliqué contre des gros big men à l'ancienne, quoi. Oui, c'est pour ça que notamment ils avaient été, ils faisaient partie, des équipes citées pour l'arrivée d'André Drummond en provenance des Pistons, mais on avait justement fait un papier là-dessus en analysant un petit peu si c'était réalisable. Et le problème, c'est que on voit mal les Raptors, à mon avis, envoyer un Chris Boucher, un Kyle Lowry, un Pascal Siakam à Détroit pour juste combler un manque de big man. Donc, et puis après, niveau salary cap, ça aurait été très très compliqué parce que Drummond a un salaire absolument mirobolant. Enfin, mirobolant. Un salaire conséquent de 28 millions de dollars sur l'année qui lui reste. Donc, il aurait fallu que les Raptors envoient 5 ou 6 joueurs. Donc, voilà, le jeu en vaut sans doute pas la chandelle. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de suite pour le moment donné. De donner à ça. Je voulais vous demander, et là ça englobe un petit peu tout le monde parce que ça a fait un petit peu débat et on en a parlé dans The Free Agent, mais je voulais avoir un petit peu votre avis sur le traitement réservé à André Drummond, justement. Alors on s'écarte un petit peu des Raptors, mais le traitement qui lui a été réservé, à savoir que
pour ceux qui n'avaient peut-être pas forcément suivi, les Pistons ont décidé de le mettre à l'écart jusqu'à ce qu'il soit tradé. Les Cavs. Les Cavs, oui, pardon, Ah les ouais. Cavs, je confonds avec Blake Griffin, pardon, les Cavs. Les Cavs ont décidé de le mettre à l'écart en lui demandant de rester, bien entendu, en forme pour être tradé. Donc, est-ce que, comme Draymond Green avait pu le dire en conférence de presse, est-ce qu'il n'y a pas un peu deux poids, deux mesures, dans le sens où un James Harden qui demande à être tradé publiquement, on le lynche, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Par contre, les Cavs qui demandent à Drummond de rester en forme, de rester professionnel et de lui dire bah non mais désolé, par contre tu joueras pas du reste de la saison parce que bah on veut te trader et que si jamais tu te blesses, bah tu vas rester un poids mort pour nous. Et que voilà, ils ont le droit de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas ce deux poids deux mesures à ce niveau-là voilà, je sais pas Samuel, est-ce que tu veux commencer? Ben, je pense que c'est surtout un choix du management de Cleveland qui est intéressant parce que il y a une volonté de créer un groupe vraiment de jeunes qui se battent. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont récupéré Jarrett Allen d'ailleurs. À mon avis, cette décision, c'est pour dire ben, si vous voulez partir, partez, mais nous, on fait confiance aux jeunes et c'est un véritable message qu'ils envoient là à Jarrett Allen. Je trouve que c'est intéressant. Après, deux poids, deux mesures, en fait, c'est juste deux différences de management, je pense. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Samuel. Moi, je partage l'avis de Draymond Green à 100% parce que, comme on le dit, voilà, quand il s'agit de James Harden qui il a plus envie de jouer à Houston, il a ses raisons. Après, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans sa tête non plus. Tout le monde le lynche, tout le monde a dit oui, voilà, il veut pas défendre jusqu'au bout sa franchise, c'est pas le comportement pour une star, comme on peut dire. Et là, à côté de ça, on voit une équipe comme Cleveland qui va se passer d'un joueur quand même qui est important dans son effectif, parce qu'ils ont envie de le transférer. Et je trouve ça lamentable, parce que ce joueur a pas son mot à dire. Alors certes, ça évite aussi que certains joueurs fassent n'importe quoi avec leur contrat. Je le comprends, mais de là à se passer d'un joueur quand même qui tourne à 17,5 points de moyenne, 13,5 rebonds par match, même si Cleveland il vise pas grand-chose dans la conférence Est, même s'il avait bien commencé, ça reste une équipe il n'y a pas vraiment un niveau pour espérer ne jouer ne serait-ce que les play-in à la fin de saison, c'est-à-dire être entre jusqu'à la 10e place et avoir la possibilité de jouer une sorte de barrage pour avoir la 8e place. Mais ça reste quand même une équipe qui essaye de construire. Ils ont quand même un joueur entre Drummond qui a fait ses preuves en NBA. Il est resté pro. Et on sait qu'il a envie de lui aussi de partir. Ça, il n'a jamais caché. Mais de là à le mettre sur le banc en disant tu joueras plus jusqu'à la fin de la saison parce qu'on ne veut prendre aucun risque avec toi. Et en plus, ton contrat se termine à la fin de la saison. Je trouve ça dommage parce que, et comme dit Draymond Green, c'est vraiment deux poids, deux mesures. C'est vraiment les franchises font ce qu'elles veulent et les joueurs, eux, ont juste à se taire et jouer. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il a apporté quelque chose à Cleveland en début de saison. Il est resté pro et de voir un comportement comme ça envers un joueur comme Drummond, ça m'embête un petit peu. Je me tourne vers l'équipe NFL, Michael et Damien. Est-ce qu'il y a eu un précédent de ce type d'un joueur qui a été mis de côté parce que la franchise voulait le trader? Est-ce que vous avez souvenir de ça? Écoute, j'étais en train d'y réfléchir justement pendant que j'écoutais la team NBA. Là, comme ça, je crois pas. Ou en tout cas, je m'en rappelle pas. Il y a dû en avoir, hein, c'est sûr. Mais là, comme ça me revient pas. Après, je pense que c'est un peu, c'est des contextes différents. Une équipe de NFL, c'est quand même 50 joueurs, donc c'est un peu différent d'une équipe NBA où tu n'as qu'une quinzaine de joueurs. Donc je pense que l'impact n'est pas le même. Mais pour revenir à
à ce qui était dit. Je pense que de toute façon, quand on regarde le management qu'il y a eu du côté de Houston, moi je trouve qu'il n'y avait pas de management justement. C'était un peu la débandade et on avait l'impression que c'était pas contrôlé au niveau de la situation. Je pense que là, par rapport à la situation de Drummond, c'est plus une volonté de dire bon bah voilà, la décision est prise, de toute façon on va s'en séparer, donc en tout cas sur le terrain et au niveau de l'effectif on est déjà passé à autre chose, c'est-à-dire qu'on sait qu'on compte plus sur lui et on avance avec les joueurs qui seront encore là après. Ouais, Damien. Il y a un joueur des Vikings, j'arrive pas à retrouver son nom, je l'avais dans un de mes articles sur Deshaun Watson qui avait été un petit peu gardé par la franchise pendant quelques mois. Après avoir demandé de partir, la franchise lui avait dit non, pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on vous garde. Mais j'ai envie de dire, on va voir, parce que pour le coup, ça commence à faire un petit moment que Deshaun Watson a demandé à partir et il n'y a pas d'issue, on en reparlera, mais bon, peut-être que ça va être le premier cas de joueur qui est mis de côté pendant une saison en attendant de savoir ce qu'on fait de lui, on verra. Il me semble, Jordan, qu'en NHL, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a eu un précédent de ce type au début des années 90, si je ne me trompe pas. Alors là, très franchement, je peux pas te répondre. Alors, Non, moi, je connais des joueurs dans les débuts des années 90 qui ont refusé de jouer pour une franchise. Oui, voilà. Qui avait été drafté et qui avait refusé de jouer pour une Eric franchise. Lindros, je crois, qui s'est arrivé, qui voulait pas jouer pour les Nordiques. C'est ça. Voilà, mais du coup, je sais même pas s'il a vraiment intégré l'effectif. Je crois que, je crois que non. Et ça, pour le coup, c'est aussi arrivé ça, pour le coup, par contre, que des joueurs refusent de jouer pour des franchises, c'est déjà arrivé aussi en NFL, au niveau de la draft. Oui, il n'y a pas eu. Eli Manning. Ouais, c'est ça. Il était drafté par les Chargers, il a forcé un trade. Mais des joueurs, entre guillemets, des joueurs qui ont joué pour une franchise et qui après ont été, je dirais, mis de côté, etc. En tout cas, du moins, je dirais des joueurs clés d'une équipe. Là, comme ça, j'en ai pas vraiment. Il y a un peu Pierre-Luc Dubois qui était un peu dans cette situation, mais lui avait demandé à partir, donc c'était aussi. C'est pas exactement pareil. Parce que là, visiblement, de ce que vous avez l'air de dire, Drummond ne veut pas forcément quitter Cleveland. Oui, il a émis, voilà, il est arrivé de Détroit en cours de saison passée, et oui, il avait plutôt émis le désir de, voilà, s'il pouvait partir, ça le gênerait pas, mais il n'y a pas eu, comme James Harden a pu le faire, publiquement, ou comme un Deshaun Watson en NFL, publiquement, je veux partir, je ne veux plus jouer ici. Il n'y a pas eu ça. Oui, Nicolas, tu voulais rajouter? Moi, je pense aussi à Anthony Davis quand il a voulu partir des Pelicans. Il a fait, il avait clairement affiché son désir de quitter la franchise. Et il avait passé une fin de saison assez compliquée. Il avait été mis sur le banc. Il avait quand même refait quelques apparitions. Après, il y avait eu une blessure. Ça a été une fin de saison un peu houleuse quand même. Et ça s'en rapproche plus ou moins sauf que là, Drummond ne lui a pas demandé son transfert ouvertement. Il n'était pas contre partir. Mais Anthony Davis, lui, avait clairement voulu partir. Les Lakers, on s'en souvient, avaient voulu trader quasiment tout son effectif. Il y avait tous les noms possibles qui avaient été sortis dans la presse. Et du coup, ça avait fait un peu tâche dans le transfert après de Anthony Davis l'été qui a suivi, parce que du coup, il s'est donné l'image d'un joueur qui n'était pas prêt à se battre jusqu'au bout, qui lâchait dès qu'on n'allait pas dans son sens. Donc ça avait un petit peu entaché sa réputation, et du coup ça s'en rapproche un petit peu. Alors c'est pas tout à fait pareil dans l'histoire même, mais voilà, il avait dit que lui voulait partir, et du coup les Pelicans avaient tout fait pour pourrir entre guillemets sa fin de saison. Michael, tu voulais rajouter quelque chose, et puis après on enchaînera avec la NHL. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une grosse différence aussi de traitement médiatique entre un joueur comme Harden et Drummond, et c'est quand même normal. Harden, c'est censé être l'un des meilleurs joueurs de la ligue, un leader d'équipe. C'est quand même pas le cas pour Drummond, même si c'est un très bon joueur, mais c'est pas le même impact médiatique. Et moi, je compare un peu la demande de départ de
d'Harden au moment où LeBron James est parti de Cleveland, justement. Alors, c'était pas une demande de trade, hein, il avait signé à Miami, mais tout le monde lui était tombé dessus à l'époque parce qu'il voulait gagner une bague et qu'il avait rejoint Miami avec Wade et Bosh. Et c'est un peu, je pense aussi, ce qu'on reproche souvent aux États-Unis à ces joueurs-là, c'est que ce sont des leaders et on attend d'eux qui prennent une équipe, une franchise, et qui l'amènent jusqu'au titre. C'est un peu la même chose en NFL avec les quarterbacks, hein. Donc, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent monter cette équipe en puissance jusqu'au titre, un peu comme Jordan l'avait fait avec les Bulls. Ouais, je te rejoins un petit peu là-dessus. On va enchaîner avec la NHL et ce week-end ont eu lieu 2 matchs un petit peu particuliers, Samuel et Jordan, 2 matchs le long du lac Tahoe dans le Nevada. Des images, bien entendu, absolument fantastiques. Vous avez sans doute pu voir ça sur les réseaux sociaux avec cette patinoire au bord du lac, avec les montagnes en fond, enfin enneigées, avec tout entouré de neige. C'était absolument fantastique. Pourtant, ça s'est pas forcément passé comme la NHL l'entendait, Jordan. Alors effectivement, ils ont eu problème de taille, hein. C'est que pour le premier match, donc qui opposait l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, la météo était plutôt ensoleillée et donc de facto le temps s'est un peu réchauffé, ce qui a globalement bien impacté la qualité de la glace, et ce qui a forcé la NHL à interrompre le match pendant une bonne durée. Je crois que ça a duré 8 heures l'interruption, quelque chose comme ça, à la fin donc du premier tiers-temps, et de reprendre une fois seulement la nuit tombée, de manière à récupérer des températures un peu plus froides, et donc d'avoir une glace de bien meilleure qualité. Et par conséquent, pour éviter effectivement une autre interruption, ils ont aussi donc décalé le deuxième match, puisqu'en fait les matchs devaient normalement se jouer dans l'après-midi, au lac Tahoe, de manière à ce qu'il soit disponible en soirée pour les Européens et en fin d'après-midi pour les Américains de la côte Est. Mais donc du coup, ils ont dû décaler le deuxième match à 7h du soir, heure locale, ce qui a fait que pour nous, il a été beaucoup moins. Enfin, il avait lieu à 1h30, je crois, quelque chose comme ça. En France, et il était aussi beaucoup plus tard que prévu à New York et sur le reste de la côte Est. Et donc, ça a été un peu un succès en demi-teinte, parce que il y a tout cet événement qui est venu, je dirais, déranger et tout le week-end. Et moi, je me pose un peu la question de savoir si le Nevada, et même ça boîte les montagnes, est-ce que c'était vraiment géographiquement l'endroit le plus propice pour jouer au hockey. Ouais, je me souviens quand la NHL l'avait annoncé, avoir regardé 2 fois où était le lac Tahoe, parce que quand ils ont dit Nevada, pour moi, le Nevada, ça reste Vegas et c'est le désert, quoi. Donc, c'est vrai que ça pouvait surprendre. Après, je pense qu'il était aussi nécessaire que la NHL tente ce genre de choses cette année, sachant que il y a pas encore de public dans les différentes arènes, ça va revenir petit à petit. Mais la Winter Classic, du coup, n'a pas eu lieu, qui est traditionnellement le match en extérieur qui est joué chaque année par la NHL. Donc je pense que c'était très bien de la part de la Ligue d'avoir fait ça. Après, comme tu le dis, effectivement, il y a eu ces contretemps qui ont fait que qui viennent un petit peu gâcher la fête, quoi. Mais puis en fait, je remets pas forcément en cause l'idée de faire ce genre de match outdoor. En effet, on n'a pas eu de classique hivernale, mais par exemple cette année, un truc tout bête, hein, la classique hivernale devait avoir lieu au Target Fields, le stade de MLB de Minneapolis, donc le stade des Twins, donc dans le Minnesota. Le Minnesota s'appelle l'État aux 1000 lacs. Pour le coup, il est bien dans le nord des États-Unis. On aurait très bien pu imaginer cette même rencontre, c'est-à-dire le Wild contre les Blues dans un lac du Minnesota. Et globalement, en termes de température, je pense que ça aurait été un peu plus
un peu plus propice à jouer au hockey, sachant que c'est Ouais. pour le coup une des En traditions de l'État de jouer au hockey sur des lacs. Mm. Parce que là, en fait, au final, bon, alors ils ont joué sur une patinoire en extérieur, mais c'était toujours une patinoire, on peut dire, très classique. Alors les plans étaient assez incroyables, mais je sais pas si ça a été finalement la bonne décision. Enfin, je comprends, hein, parce que pendant très longtemps, on parlait du Lake Louise au Canada, mais ça aurait forcé à ne jouer que des équipes canadiennes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour des questions de marché, c'est pas forcément ce que veut la NHL. La NHL veut aussi développer des équipes américaines. Mais ouais, je sais pas si ça aurait eu l'effet escompté. Samuel, toi, ton avis là-dessus, et puis après on passera au contenu de ces 2 matchs à Ouais. proprement parler. Sur un point de vue purement marketing, je pense que c'est intelligent ce qu'a fait la NHL. Ils sont adaptés à la situation sanitaire, bien sûr. Mais il faut savoir quand même que la NHL, c'est la seule ligue majeure américaine, nord-américaine, qui a perdu de l'argent cette année à cause du Covid. Donc, à mon avis, c'était important de garder un match qui allait attirer l'œil des gens qui regardent pas forcément ce sport. Je pense qu'ils l'ont bien réalisé. Les images étaient super belles et à mon avis, c'est ce qu'on retiendra plutôt que les problèmes techniques, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En plus, on a eu droit, du coup, si on passe sur l'aspect plutôt sportif, on a eu droit à 2 matchs assez sympas. Le premier, donc, qui a vu la victoire de l'Avalanche 3-2 sur les Golden Knights avec, j'ai cette image du défenseur de Vegas qui voit arriver McKinnon à pleine vitesse et qui dit ah non, pas lui, en étant parce il avait un micro sur lui. Et puis le deuxième match qui a vu l'éclatante et écrasante victoire des Bruins sur les Flyers, c'est 7-3. Ouais, c'est ça. C'est 7-3. Avec un triplé de David Pastrnak. Alors, Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de ces 2 matchs qui étaient quand même 2 affiches importantes, notamment dans la division Est entre les 2 premiers, si ma mémoire est bonne, avant la rencontre d'hier. C'est ça. Washington vient de passer devant Philadelphie, mais c'est leur victoire d'hier qui leur a permis de passer deuxième. Pour le premier match, donc celui de Colorado, on a vu 2 équipes qui jouaient bien au hockey, évidemment. Bon, la première période est peut-être à mettre entre parenthèses parce que les 2 équipes elles patinent un peu dans la semoule. La glace, elle était presque impraticable et on a eu beaucoup de joueurs qui sont tombés, etc. Mais en tout cas, la deuxième partie de match montre que il faut pas enterrer tout de suite Colorado. Ils sont pas forcément arrivés à se caler pour l'instant cette saison, mais ils font quand même de très bons résultats. Ça fait 3 matchs qu'ils jouent Vegas, ils en ont gagné 2. Et ils poursuivent leur saison. Ils sont 3e de leur division. Ça devrait largement suffire pour les playoffs. Et pour le second match, Philadelphie était un peu réduit parce que à cause de protocole Covid, on avait Giroud et Voracek, principaux joueurs qui n'étaient pas là. Boston en a largement profité. On a eu un match hyper plaisant, beaucoup plus que le premier, j'ai trouvé. Beaucoup plus ouvert également. On a vu aussi les problèmes qu'avait Carter Hartin, le gardien des Flyers, qui a pas été très bon dans ce match. Évidemment, Pastrnak lui a fait très mal, mais il a quand même au moins 2 ou 3 buts pour lui. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jordan, toi. Alors, moi, je suis surtout impressionné par cette équipe de Boston depuis, depuis le début, et je trouve qu'elle surprend vraiment. Elle a vécu une intersaison qui était très compliquée. Elle a perdu Torrey Krug, elle a perdu Chara. On annonçait Marchand et Pastrnak peut-être pas au meilleur de leur forme. Alors, je pense que là, pour le coup, les 2 principaux les 2 principaux attaquants ont un peu remis les pendules à l'heure, et surtout Pastrnak avec
le triplé d'hier, mais même quand je vois aujourd'hui un joueur comme Charlie McAvoy, la frappe qu'il met justement face à Carter Hart, qui a un peu fait le tour des réseaux sociaux pour le coup. En fait, ça montre qu'il y a une vraie winning culture dans cette équipe. Et c'est vrai que je les attendais pas à ce niveau et là ils font presque office de favoris incontestables de la division Est et pourtant moi je trouvais que sur le papier Philadelphie avait un plus bel effectif. Alors là ils ont été effectivement minés par les protocoles Covid, mais il y avait déjà eu des rencontres entre les deux et elles n'ont pas tout le temps été en la faveur de Philly. Oui, surtout, alors je te rejoins sur le fait que Boston apparaît comme gros favori à l'Est, parce que les Capitals, même s'ils sont deuxièmes, comme tu l'as dit Samuel, hier ils gagnent, c'est pas que ça tient du miracle, mais pas loin. Ils ont eu énormément de mal. Ils ont été dominés dans la zone neutre. Les Devils ont très bien joué le coup. Ils ont complètement lâché prise dans le troisième tiers-temps. Mais oui, Boston avec son trio d'attaquants incroyable. Encore cette saison, parce que c'est aussi ça, c'est que c'est une véritable régularité pour cette franchise. Samuel? C'est ça, en fait, ils se basent autour des mêmes joueurs, donc McAvoy en défense. Bon, Chara qui vient de partir, ce qui les a amenés à un peu s'ajuster, mais bon. Et surtout le trio offensif, Marchand, Pasternak et Bergeron. Sur les deux derniers matchs, on avait vu les deux derniers matchs qu'ils avaient perdus d'ailleurs, contre les Islanders et les Devils. On avait vu que le trio était brisé et Pasternak passait sur le deuxième trio. J'avais pas bien compris ce choix-là, mais ils ont remis les choses au carré hier soir et ils sont allés chercher une belle victoire. On a des joueurs très importants, même sur les derniers, sur les trois autres trios offensifs. On peut parler évidemment de Nick Ritchie qui a une grosse place sur le powerplay, qui marque encore hier. Il y a des joueurs qui sont là depuis des saisons, évidemment David Krejci, Jake DeBrusk. C'est la continuité, exactement comme le duo de gardiens Rask et Halak. C'est ça, c'est toujours la même méthode et ça marche en fait. C'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à sortir les Bruins cette saison. En effet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces deux matchs de ce week-end et peut-être dans ce cas parler peut-être d'une des surprises de ce week-end, Samuel? La grosse surprise de ce week-end, hormis les deux matchs dont on parlait, c'est la victoire hier d'Ottawa contre Montréal. Montréal s'enfonce un peu plus dans le classement de la division Nord et on a des matchs de plus en plus ternes. Les joueurs qui brillent en début de saison, ça commence à devenir un peu compliqué. Et là, va vite falloir changer les choses parce que ça fait quand même 5 défaites sur les 7 derniers matchs pour Montréal. Il va falloir se remettre dans une division qui est hyper compétitive où on a des équipes hyper serrées, surtout que les Canucks, même s'ils ont perdu hier, reviennent bien. Ils commencent à resserrer un peu la défense. Je pense qu'à Montréal, on parle déjà, évidemment, vu que c'est Montréal, d'un changement de coach. Je pense qu'il faut prendre les choses petit à petit. Leur prochain match, c'est contre Ottawa encore. Donc, ils vont peut-être avoir une opportunité de se relancer, de faire un vrai match complet, autant offensivement que défensivement. Il va aussi falloir qu'ils gardent leurs joueurs hors de la prison parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de pénalités à des moments assez pas opportuns, quoi. Donc voilà, Montréal, il va falloir qu'il se réveille, comme on l'avait dit déjà, c'était la semaine dernière, il me semble. Tout à fait, c'est vrai qu'on en parlait et cette défaite d'hier soir montre bien les difficultés actuelles de l'équipe de Montréal. Merci messieurs pour la NHL. On va enchaîner avec la NFL. Michael, Damien, donc l'intersaison. On en est déjà à 2 semaines sans NFL. Nos cœurs sont lourds, mais pourtant il y a de l'actualité et puis une grosse actualité avec le départ, enfin,
peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot de dire enfin, de Carson Wentz, des Eagles vers les Colts d'Indianapolis qui récupèrent du coup l'ancien quarterback numéro 1 des Eagles. Alors, choix logique, choix par défaut, qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de ce trade, messieurs? Enfin, oui, et surtout, à temps, en fait, pour lui. Parce que, encore un peu, et ça aurait peut-être été trop tard pour sa carrière, hein, parce que là, il y a 2 ans, avec les blessures, l'année dernière, cette saison qui a été vraiment catastrophique, on le voit là, sur le banc, complètement démoralisé psychologiquement, complètement brisé, en fait, Carson Wentz. Donc, c'était vraiment urgent pour lui, et bon, je pense que c'est un pari qui n'est pas payé très cher par les Colts. Et puis, je pense que Frank Reich, c'est ce qu'il fait. Il le voulait absolument. C'est la bonne personne. C'était donc le coordinateur offensif des Eagles quand ils ont eu leur run pour le Super Bowl. Et quand, justement, Carson Wentz était un joueur de football. Oui, je pense que c'est la bonne personne pour le débloquer. En tout cas, ça, c'est sûr. Michael? Ouais, alors du coup, je pense qu'il lui aurait plutôt fallu Nick Foles du côté des Colts parce que c'est lui qui a remporté le Super Bowl, c'était pas Carson. Maintenant, je pense qu'il était temps, ouais, il était temps pour lui d'aller vivre une nouvelle aventure. Je pense qu'il tombe plutôt dans une bonne équipe avec une bonne configuration. Il y a des jeunes joueurs et d'autres joueurs plus expérimentés, donc ça va quand même. L'équipe est stable, donc je veux dire, il arrive pour justement s'intégrer et faire monter, faire franchir un cap un peu à cette franchise et essayer d'aller un peu plus loin en playoff. Maintenant, il passe quand même après Philip Rivers, donc ça va pas non plus être simple, hein. Carson Wentz sort quand même de plusieurs années compliquées avec les blessures, donc il faut voir s'il est capable de retrouver réellement son niveau. Après, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est plutôt un bon move du côté des Colts. Quand on voit ce qu'ils ont donné en échange, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Il y a un deuxième tour et un troisième tour, et le deuxième tour est conditionnel, je pense, de mémoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait se transformer en premier tour, mais c'est plutôt pas trop cher payé quand on voit ce qui a été donné dans l'échange Goff-Stafford. Oui, Damien? Oh, on est d'accord, c'est rien du tout, hein. Ça paraît presque surprenant et un petit peu triste de voir qu'un joueur qui était au sommet il y a si peu de temps se retrouve à être échangé contre si peu, en fait, hein. Et surtout, c'est très bien joué de la part des Colts, et on sent bien que c'est un petit peu dos au mur au final de la part des Eagles qui voulaient faire monter les enchères, qui voulaient en fait un premier tour pour cette draft supplémentaire, qu'ils n'ont pas eu. Parce qu'il reste plus rien de Carson Wentz, et on l'a vu cette saison, il reste plus rien sur le terrain, il reste plus rien dans sa tête. Donc en fait, c'est un joueur qu'il faut complètement relancer. Après, il arrive vraiment dans des conditions qui sont ultra favorables, hein. Je suis d'accord que passer après Philip Rivers, c'est compliqué, mais il arrive avec la meilleure ligne offensive probablement de la NFL, avec un excellent running back, Jonathan Taylor, avec une très bonne défense. Il a vraiment là, s'il réussit pas dans ces conditions-là, ouais, c'est terminé. Il peut dire adieu au football, quoi. Jordan, tu voulais réagir? Non, mais moi, comme je disais, je suis toujours très sceptique vis-à-vis de Carson Wentz, même quand il a commencé aux Eagles. Michael le mentionnait, effectivement, il a un peu, je dirais, bénéficié de l'aura de l'équipe qui gagne le Super Bowl, mais en fait, c'était pas lui. Et surtout, moi, je me rappelle avant même, comment dire, avant même le début de la saison dernière, il avait une stat que je trouve absolument incroyable pour un quarterback, c'est qu'en moyenne, il était à un fumble par match. Alors, c'est pas forcément un fumble que récupérait l'équipe adverse, mais ça veut dire qu'au moins une fois par match, potentiellement, il pouvait laisser une possession à l'adversaire, ce qui, je trouve, outre les interceptions, etc., plutôt importante pour un QB. Et je pense que c'est... Alors, effectivement, à mon avis, ça marchera quand même aux Colts parce que la ligne des Colts est très solide, parce que l'équipe est bien bâtie, etc. Mais on a toujours un peu, en fait, je trouve, survendu Carson Wentz comme un quarterback élite, alors que moi, je suis plutôt sceptique à ce niveau, et je suis pas sûr que les Colts seront mieux que ce qu'ils avaient avec Philip Rivers, ou que,
ou et que l'équipe en tout cas va pouvoir obtenir le leader qu'il faut pour aller loin en play-off et même peut-être même jusqu'au bout. Ça, c'est sûr qu'ils ont perdu en termes de trash talking vis-à-vis de vis-à-vis de Philip Rivers. Michael? Ouais, mais après, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et surtout, je pense que le bon move pour les Colts, c'était pas forcément Carson Wentz. Après, je pense qu'un Derek Carr aurait été vraiment le bon choix pour eux. Bon, après, ça aurait certainement coûté beaucoup plus cher, hein. Il aurait fallu donner autre chose, mais je pense que c'était ça le bon move pour eux. Après, moi je le compare à un Jared Goff, un peu Carson Wentz. C'est des joueurs qui ont connu des très belles saisons quand ils sont arrivés dans la ligue. Il faut quand même se rappeler qu'il a fait en 2017, sur sa deuxième saison, une saison à 33 touchdowns pour 7 interceptions. Donc c'est plutôt du niveau d'un quarterback effectivement élite. Mais il a eu du mal à confirmer après. Il a connu toutes les blessures. Il a quand même eu des blessures assez graves au dos, entre autres. Donc je pense que tout ça, ça pèse. Et on parlait du côté mental, mais c'est quand même un élément essentiel pour un quarterback. Et je pense qu'il l'a perdu depuis quelques temps. Ouais, et moi je me pose la question du coup d'un Jacoby Brissett, qui je pense n'attendait que ça, que Philip Rivers prenne enfin sa retraite pour pouvoir avoir son poste de quarterback numéro 1 et qui voit débarquer Carson Wentz. Alors, peut-être qu'il se dit que on sait jamais, une blessure, un manque de niveau et il pourrait prendre la place, mais est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux valu capitaliser sur ce qu'ils avaient déjà, les Colts, Damien? Je pense pas. Je vais peut-être, détruire le moral des fans de Jacoby Brissett, mais bon, voilà, je pense que Carson Wentz peut plus apporter à cette équipe que lui. J'en suis vraiment convaincu. Hein. C'est pour le coup, c'est pas Jalen Hurts, quoi. Je veux dire, si Carson Wentz est sur le banc, voilà, c'est pas non plus exceptionnel avec Jacoby Brissett. Après, je le vois un petit peu comme Tyrod Taylor pour les Chargers cette année, cette espèce de remplaçant. Bon, au final, au départ, c'était pas censé être un remplaçant, mais bon, ça l'est devenu. Mais cette espèce de remplaçant qui aura pas sa place parce que vraiment, c'est vraiment Carson Wentz que le coach voulait et que Frank Reich voulait absolument. Il arrive, c'est son poulain, c'est vraiment son golden boy quoi, qui arrive pour lui. Et donc, il aura pas sa place, à moins qu'il y ait un gros problème, une blessure, mais ça sera pas. Il n'est pas là pour jouer, quoi. Michael, tu es du même avis? Ouais, clairement. Et puis en plus, il faut pas oublier qu'en allant chercher Carson Wentz, tu vas aussi chercher son contrat. Hein. Il a 4 ans de contrat à 128 millions. Faut aussi pouvoir les absorber, même si les Colts ont quand même pas mal de marge de manœuvre sous le cap space. Mais clairement, oui, c'est un choix pour aller gagner avec lui. Je pense que l'équipe, elle est là. Il y a des jeunes joueurs. Il y a vraiment du potentiel. On a parlé de la ligne offensive qui est juste incroyable. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont vu, en tout cas, ou ce qu'ils ont cru voir en Carson Wentz. C'est un quarterback qui peut potentiellement les emmener jusqu'au Super Bowl. Damien? Ouais, la question du contrat est vraiment, vraiment importante, je trouve, que ce soit d'ailleurs pour Carson Wentz ou pour Jared Goff. On voit ces 2 premiers choix de la draft, au final, être à chacun à leur tour le quarterback qui va laisser le plus de dead money dans son équipe précédente, c'est-à-dire d'argent déjà payé qui au final est perdu. Donc c'est quand même, je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant je l'avais déjà dit dans ce podcast et je le redis encore une fois, il va falloir réfléchir sérieusement et je crois vraiment pour les franchises à l'avenir, il va falloir vraiment cette fois-ci pas trop se précipiter avant de donner des extensions énormes à des joueurs je pense surtout à Carson Wentz, qui avait énormément de questions. C'est vraiment un quarterback que encore une fois, peut-être faire hérisser le poil des fans de Carson Wentz. Mais pour moi non plus, il n'a jamais fait partie de la catégorie élite. Hein. C'est jamais un joueur qui m'a laissé sans aucune question. Hein. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il va falloir faire attention. Il y a, je pense, pas mal de joueurs au final qui vont peut-être payer ce genre d'erreurs qui ont été commises par les autres franchises qui vont se dire oula, d'accord, bon, ça n'a pas marché de ce côté-là. Il va peut-être falloir faire attention à l'argent qu'on va lâcher et qu'on va très certainement perdre en fait sur certains gars, même si au final ils peuvent pas savoir, c'est aussi ça qui est un petit peu terrible.
Mais voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont subir un petit peu les choix des autres. Oui, d'autant plus, et ça fait une petite transition très rapide, d'autant plus que la NFL a annoncé là en fin de semaine dernière que le salary cap pour l'année 2021 ne serait pas plus bas que 180 millions de dollars. C'est quand même une diminution de 18 millions de dollars par rapport à 2020. Ce matin, on apprenait aussi qu'il ne devrait pas monter au-dessus de 185 millions, donc ça reste quand même une grosse baisse. Et tous ces énormes contrats que doivent absorber les franchises, effectivement, il va y avoir des dommages collatéraux au sein des effectifs. Michael, tu rejoins Damien sur ce point aussi? Ouais, complètement. Bah, en plus, je pense qu'on peut le dire pour nos auditeurs, mais on est en train de terminer un article justement sur la situation des quarterbacks qui ont été draftés au premier tour de 2009 à 2016. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun de ces quarterbacks n'est dans son équipe originelle, en fait. C'est-à-dire que l'équipe qui a drafté ces quarterbacks au premier tour les a tous ou tradés ou coupés à un moment donné, puisqu'il n'y en a plus aucun qui fait partie de l'équipe qui l'a drafté. Donc ça, c'est aussi un point où clairement je rejoins Damien, hein. Forcément, tout le monde va devoir se poser des questions sur les contrats qui sont donnés à des joueurs parce qu'ils ont fait une première bonne saison dans la ligue. Jordan? Alors oui, effectivement, il reste, enfin, même si en fait le dernier, en tout cas quarterback, qui a été drafté au premier tour et qui est encore dans son équipe, donc c'est Matt Ryan des Falcons. Mais pour en revenir au contrat, parce que en fait, c'était plus ça mon intervention, je suis pas très inquiet sur les énormes contrats, parce que il me semble que les droits télé aux US de la NFL arrivent bientôt à échéance, et dans les derniers chiffres dans les rumeurs qui étaient annoncées pour les derniers chiffres, on parlait d'une augmentation, enfin d'un contrat aux alentours de 10 milliards, quelque chose comme ça. Et ce qui du coup ferait une belle augmentation, et donc je pense que en fait, à terme, ces énormes contrats, le cap devrait monter nécessairement plus les équipes vont toucher. Et surtout, globalement, donc de facto, ces contrats qui aujourd'hui nous paraissent un peu énormes devraient d'ici quelques saisons apparaître un peu ridicules. Et en tout cas, je pense que même si le salary cap n'évolue pas tant que ça dans les prochaines années, il va quand même y avoir une inflation justement en prévision de ces nouveaux droits télé. Oui, absolument. Michael, tu voulais ajouter? Oui, je voulais compléter ce que disait Jordan. C'est vrai que là aujourd'hui, la NFL est en train de s'organiser justement et en train de négocier les contrats. Et va surtout essayer d'allouer une part plus grande de ces contrats à la saison 2021 pour éviter justement de réduire, de trop impacter le salary cap des équipes. Donc, ils font tout évidemment pour qu'elles soient le moins impactées financièrement. Même si je pense pas que ça réduira le montant des contrats, je pense que les general managers vont certainement se poser la question sur ces quarterbacks jeunes à qui on offre des longs contrats avec des sommes hallucinantes. Ouais, comme si il y avait cette espèce de peur de laisser partir le futur Patrick Mahomes, en fait. C'est un peu ça, et c'est ce qu'on risque aussi de retrouver dans la prochaine draft. Si je vois déjà un petit peu plus loin, où certains mock drafts placent déjà 4 quarterbacks aux 4 premières places de la draft, ce qui je crois est du jamais vu. Donc oui, il y a, de mémoire, il me semble que les running backs avaient vu aussi une espèce d'inflation de leur contrat ces dernières années, pour qu'au final on se rende compte que non, c'était peut-être pas la peine de payer aussi cher un running back qui après 4 ans déjà était moins performant. Alors on va peut-être avoir la même chose avec les quarterbacks. Oui, Damien? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va vraiment se poser là, pour les rookies, enfin surtout en fait à la fin du contrat rookie. Je pense par exemple à un joueur comme Baker Mayfield qui apporte beaucoup de performances, surtout cette année, mais aussi énormément de questions. Que faire de Baker Mayfield? Parce qu'évidemment, quand on est les Browns, on ne peut pas lâcher notre super quarterback, mais notre super quarterback, il n'est pas toujours super, donc c'est un petit peu compliqué.
Et pour le salary cap devrait remonter assez rapidement, mais il va y avoir la question de cette saison en fait, et qui va impacter pas mal de joueurs de second couteau en fait, de joueurs qui n'ont pas forcément des énormes contrats, je pense, mais qui ont des contrats un petit peu moyens, qui vont peut-être se retrouver à devoir bouger pour libérer des petits espaces. D'ailleurs, on commence à le voir venir, à des petits contrats, des 3, des 5 millions, des joueurs comme ça qui sont en fait des seconds couteaux, des joueurs qui sont pas forcément qui font pas forcément la tête d'affiche, mais qui sont des joueurs en fait qui sont très importants en général, parce que c'est les joueurs que l'on voit dans les moments où les têtes d'affiche, les gros contrats sont pris par 2 joueurs où ils ont été ciblés 3 ou 4 fois dans le match, et au final c'est ce joueur-là, ce second couteau qui débloque souvent le match, donc c'est vraiment important, et ça va permettre aussi à peut-être à certains joueurs qui n'étaient pas forcément très en vue d'avoir une autre chance ailleurs pour cette saison. Michael, et puis on clôturera le dossier NFL. En plus, au-delà de ces petits contrats qui vont être impactés, on voit aussi que toutes les franchises s'attendent justement à un salary cap qui va remonter dès l'année prochaine, puisqu'ils sont déjà tous en train de restructurer les contrats de certaines de leurs stars. On l'a vu du côté des Packers avec Bakhtiari, et d'autres équipes sont en train de le faire. Tout le monde restructure les contrats parce que ils préfèrent transférer du salaire en bonus à la signature qui va s'étaler sur les prochaines saisons, parce qu'ils misent tous évidemment sur un retour à la normale dès l'année prochaine. Donc on voit que tout le monde est plutôt optimiste, et que on le sait de toute façon, les droits télé vont se renégocier à la hausse comme dans beaucoup de sports depuis plusieurs années. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, ce sera plus cette année qui aura un impact effectivement très fort. Merci messieurs, et on va aborder notre dernier sujet. Je vais rappeler Nicolas, les autres vous pouvez bien entendu participer comme d'habitude. Le spring training a commencé le 17 février avec l'arrivée des lanceurs et des receveurs aux différents camps d'entraînement sur les 2 ligues séparées. Aujourd'hui et demain, on a le début des entraînements collectifs, des premiers entraînements collectifs avant les premiers matchs, le 28 février prochain. D'ailleurs, si vous voulez regarder la MLB, ce sera à des heures très convenables, puisque les premiers matchs seront à 19h heure française. Il y a un joueur qui vient de faire l'actualité, là, qui a cet après-midi officialisé son nouveau contrat, qui est un peu la nouvelle star de la MLB. C'est le joueur d'arrêt court des Padres, Fernando Tatis Jr., qui vient de signer un contrat, Nicolas, de 14 ans pour 340 millions de dollars, si les chiffres sont toujours ceux-là. Oui, c'est cela. 14 ans, vous n'avez pas 340 millions de dollars. On parlait des salaires en NFL. Là, on est carrément sur une autre planète. Et en plus, quand on sait que c'est même pas le plus gros contrat de la ligue, il est juste 3e. Pour lui, il y a Mike Trout, 12 ans, 430 millions de dollars. Et Mookie Betts, l'année dernière avec les Dodgers, qui a prolongé pour 12 ans et 365 millions de dollars. Alors là, ça vient d'être officialisé il y a un peu plus d'1 heure, on va dire. Et on a déjà quelques petits détails sur le contrat. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, la première année, pour l'année 2021, sur les 340 millions de dollars qu'il va toucher au final, mais il va n'en toucher que 1 million. Pour sa première année, il ne touchera que 1 million. Alors, il y a 10 millions de bonus à la signature, mais à la fin de la saison, il aura touché de salaire normal 1 million. Donc, en fait, ça a été réparti en fait sur plusieurs années avec des montants différents. Alors, première année, 1 million. Ensuite, la deuxième année, il va partir sur 5 millions. Ensuite, pour 2023, ce sera 7 millions. 2024, il va passer à 11 millions. Ensuite, il va toucher 20 millions pendant 2 ans. Ensuite, ça passera à 25 millions sur 2 ans. Et là, après, sur ces 6 dernières années, il touchera 36 millions par an. Donc, ça reste quand même assez impressionnant. Après, je pense qu'ils ont fait échelonner comme ça son contrat, déjà pour s'assurer qu'il puisse aussi garder Manny Machado, parce que c'est aussi un gros contrat chez les Padres. Il avait signé l'année dernière pour 10 ans, pour 300 millions de dollars. Donc,
Donc, ils ont aussi réparti de façon à pouvoir jongler avec le salary cap. Et puis aussi, voilà, c'est une manière de montrer à ce jeune joueur de 22 ans, Fernando Tatis, que c'est l'avenir de la franchise, l'avenir des Padres. Et ils misent tout sur lui, quoi. Ouais, les Padres, on en avait parlé dans un podcast il y a quelques semaines de ça. On avait, au moment de certaines signatures qu'ils avaient réalisées du côté des lanceurs, les Padres en 2020 avaient réellement progressé et Fernando Tatis avait été un petit peu aussi la figure de proue de cette équipe. Ils se sont encore renforcés pour aller concurrencer les champions en titre, les Dodgers, qui jusque-là n'avaient pas fait trop de vagues durant cette intersaison en ne signant quasiment personne, jusqu'à signer très récemment le lanceur des Cincinnati Reds, Trevor Bauer, pour marquer encore plus leur empreinte sur leur division et sur la MLB. Alors est-ce que c'est un pari gagnant? Est-ce que c'est pas un pari gagnant, mais est-ce que c'était la bonne chose selon toi pour les Padres de re-signer ce joueur à ce montant-là notamment? Pour moi, clairement, oui, parce que c'est un joueur, c'est le nouveau visage de la ligue, tout simplement. L'année dernière, il a été époustouflant. Il est passé 224 fois au bâton. Il a enregistré une moyenne de 27,7% à la batte. Et puis, c'est 62 coups sûrs, 17 home runs, 50 points inscrits et 45 points produits, 11 bases volées. Et puis, voilà, c'est un joueur, même en tant qu'arrêt court, c'est un joueur fiable. Il nous a montré, il a un peu des highlights sur une saison de 60 matchs. Il a quand même autant de highlights que sur une saison de 162 matchs presque. Donc, moi, c'est clairement le nouveau visage de la ligue et il se devait de devoir sécuriser ce joueur-là dans leur effectif parce que s'ils veulent, comme tu dis, concurrencer les Dodgers, il faut qu'ils aient au niveau des champs intérieurs, au niveau des lanceurs, il faut qu'ils aient le mieux qu'ils puissent avoir parce que les Dodgers, ça reste quand même pour moi les favoris encore cette année. Mais ils ont construit quelque chose déjà depuis 2 ans et notamment l'année dernière. Donc pour moi, garder ce joueur Fernando Tatis Junior, c'est important. Il est jeune, 22 ans. Ça veut dire que quand il va finir son contrat, il aura 36 ans. 36 ans, je ne suis pas forcément sûr que derrière, il reprolongera pour 3-4 ans. Quoi. Donc je pense qu'il s'assure d'avoir un joueur qui représentera la franchise sur du long terme. Et puis en plus, dans ce contrat, on sait que apparemment, il y aurait une clause de non-échange. Donc du coup, ça lui permettrait d'avoir aussi la sûreté de rester dans la même franchise et de voir où est-ce que la franchise ira. Après, il est libre de pouvoir se faire sauter cette clause s'il voit que au bout d'un moment, ça marchera pas. Mais les Padres ont fait le très très bon choix et pour moi, c'est peut-être le plus gros mouvement. Alors, on peut pas vraiment parler de mouvement parce qu'il reste même dans la même équipe, mais ça reste le plus gros mouvement de cette intersaison parce que c'est un contrat phénoménal. Et c'est un joueur, que ce soit au bâton ou en défense, c'est un joueur ultra complet. Ouais, il est explosif en défense, à son poste d'arrêt court où il faut avoir cette explosivité, ses mains très sûres et puis on va dire cet œil pour bien voilà, c'est vraiment un joueur complet et tu le dis, il n'a que 22 ans, donc il a 100 et je touche du bois pour lui, sans grave blessure, il est parti pour gagner MVP sur MVP et si les Padres, surtout avec l'équipe qu'ils ont cette année, il y aura un podcast spécial sur la saison 2021 de MLB courant du mois de mars avant la reprise où on détaillera un petit peu les effectifs, etc. Même si une petite série de papiers est en cours de notre côté pour vous présenter les effectifs.
Clairement, les Padres cette année se posent comme favoris, comme un des favoris au titre. Et si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Ou voilà, pour les peut-être 3-4 prochaines années, il faudra sans doute compter sur les Padres. Il faudra surtout compter sur Fernando Tatis pour nourrir encore les highlights sur les différents réseaux sociaux. Merci messieurs, on est à la fin de notre épisode de ce soir. Merci encore à tous les 5 pour tous ces éclaircissements et ces analyses. C'était encore très bon comme Châtelain dit, comme je vous le dis. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très rapidement, a priori la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Bonsoir.